Bien le bonjour par ici, je suis vraiment suspendue là sur mon lit pour répondre à vos questions. Aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans une FAQ pour répondre à des questions que vous m'avez posées. Il faut savoir que 75% de cette FAQ va être tournée autour de mon agente parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions à ce sujet et ensuite il va y avoir évidemment 2-3 questions personnelles ou en rapport avec le travail que vous m'avez également posées sur Instagram et je vais commencer de suite. Une des questions qui est beaucoup revenue, c'est comment l'as-tu trouvé ? Alors avant de commencer, je tiens juste à dire que j'ai un Google Doc qu'on a coécrit ensemble avec Mathilde, donc Mathilde mon agente, parce que j'ai envie d'être la plus précise possible, ce qui fait qu'il y a de fortes chances que je regarde très souvent mon ordinateur et que même parfois je vous lise juste quelques extraits. Donc je vais commencer par la première question qui est comment l'as-tu trouvé ? En octobre 2020, je publie cette vidéo sur ma chaîne, qui est une vidéo favori et qui est une vidéo qui a été sponsorisée par Letishop. Letishop, c'est un site de cashback et je décide de faire un partenariat parce que j'étais contactée par une personne qui travaille chez eux à ce moment-là et cette personne est tout simplement Mathilde. Mathilde, à ce moment-là, travaille chez Letishop mais travaille également en tant que freelance et elle avait commencé à accompagner certains talents déjà à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, en fait, elle me dit qu'étant donné qu'elle est aussi freelance, qu'elle souhaiterait bien m'accompagner sur la partie influence en fait de mes réseaux sociaux et devenir mon agente. Faut savoir que en 2021, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, c'est vraiment l'année, donc 2020-2021, c'est vraiment mes 2 meilleures années au niveau de mes réseaux sociaux parce que il y a eu le Covid qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde regarde des vidéos YouTube, j'en ai déjà parlé, moi c'est la période où mes studio vlogs, je crois un de mes studio vlogs a fait 50 000 vues quand même. Voilà, les choses fonctionnent vraiment très bien pour moi à ce moment-là. Donc je me dis, tiens, ça peut être pertinent effectivement de faire appel à une agente. Et la raison pour laquelle en fait Mathilde décide de choisir mon profil, c'est parce que déjà de 1, elle aime bien le contenu que je fais et aussi parce qu'elle aimerait bien développer le potentiel que j'ai à travers effectivement la monétisation de mon audience et aussi vu que c'est quand même un milieu où les choses se savent plus ou moins, elle se rend compte aussi que je fais des pratiques que normalement on ne fait pas réellement en influence, comme le fait de travailler gratuitement pour certaines marques, de donner de la visibilité à des marques de façon complètement gratuite. Je me fais aussi énormément sous-payer à ce moment-là et du coup elle me dit moi je suis là pour venir t'accompagner et c'est comme ça en fait que ça s'est fait la prise de contact, tout simplement parce que de base elle travaillait dans une boîte avec laquelle en fait j'ai fait un partenariat. Pourquoi avoir choisi une agente ? Alors il faut savoir que moi de base j'ai des connaissances dans tout ce qui est le milieu créatif, vu que c'est ce que je suis, voilà, illustratrice, créatrice de contenu. Je pense que je me débrouille vraiment très bien pour dessiner, pour faire du montage, ce genre de choses, mais je n'ai jamais été formée à l'influence. L'influence, c'est pas tout simplement parler d'un produit dans une vidéo YouTube et recevoir son chèque à la fin. C'est vraiment un milieu qui a ses propres spécificités, qui a ses propres connaissances et moi j'ai jamais été formée à ça, donc j'ai eu besoin en fait d'avoir quelqu'un qui m'aide sur toute cette partie pour que vous puissiez quand même vous en rendre compte. Mathilde et moi on discute tous les jours quand même depuis 5 ans, du coup 4 ou 5 ans, c'est vraiment une collègue en fait, j'ai besoin de son aide au quotidien ou du moins on est en contact en fait au quotidien. Avoir une agente en fait c'est avoir quelqu'un qui va faire l'intermédiaire entre moi, le talent, et la marque et déjà ça va donner un gage de sérieux en fait à la marque qui va se rendre compte qu'elle va venir discuter avec quelqu'un qui a été formé dans cette activité mais aussi avec quelqu'un qui va protéger mes droits. Et en fait ça je n'avais pas avant, tout simplement parce que j'avais personne avec qui discuter de ça. Et en fait, le fait d'avoir une agente, moi, ça me permet de valider à deux certains projets. Ça me permet d'avoir un retour aussi sur ce que je fais. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la question de qu'est-ce que ça m'apporte concrètement. Mais surtout, en fait, Mathilde connaît les budgets et moi, je ne connais absolument pas les budgets en influence. Alors aujourd'hui, je les connais parce que ça fait plusieurs années que je suis dans cette industrie et que Mathilde, j'ai pu voir le travail qu'elle a pu faire. Mais il faut savoir qu'en 2020, j'en avais littéralement aucune idée. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis retombée sur un mail justement d'octobre 2020 où j'ai fait un partenariat et j'ai vraiment très honte. J'ai fait 12 posts Instagram illustrés, 12
plus 2 vidéos, plus 3 stories pour 1200 euros. Et à l'époque, je me disais, c'est ce qu'on demande en fait. Non, ce n'est absolument pas ça qu'on demande. Et donc, oui, le fait d'avoir choisi une agence, c'est vraiment cette formation en fait que moi, j'ai pas eu de base. Quelqu'un demande quel est le mandat qu'elle a envers toi, comment se rémunère-t-elle, quel est son rôle. Alors le contrat de mandat que Mathilde a envers moi, c'est qu'elle peut signer les contrats d'influence à ma place et elle peut les facturer à ma place. Lorsque on a un partenariat, c'est Mathilde qui va relire le contrat, c'est elle qui va faire les modifications au contrat s'il y en a, et du coup c'est elle qui va signer en mon nom, et c'est surtout elle qui va facturer. Et en fait le client va payer Mathilde, Mathilde va prendre sa commission, et ensuite elle va me facturer le reste. En matière de rémunération, Mathilde se rémunère à hauteur de 25% sur un contrat d'influence. Mais il faut savoir que selon les agents ou les agences, ce pourcentage peut augmenter. Il y a certains agents ou agences qui peuvent demander entre 30 à 35% si par exemple ces personnes vont te proposer un petit peu plus que purement de l'accompagnement, comme par exemple du montage vidéo, plus de gestion de projet, de l'assistance. Mais ici, nous, c'est pas le cas. Par rapport à tout ce que Mathilde fait, elle a vraiment beaucoup de rôles en fait, mine de rien. Tout d'abord, c'est un regard extérieur en fait sur les partenariats. Il faut savoir que lorsqu'on fait des partenariats, il y a vraiment derrière une recherche déjà du partenaire dans le sens où on veut que ce soit cohérent pour l'audience, mais on veut aussi que ce soit cohérent en fait pour le client. Elle va être là comme une sorte de double validation. Si moi en amont, je valide un partenariat, Mathilde derrière va donner son avis, va faire des recherches aussi sur le partenaire pour que ce soit cohérent en fait pour nous. Une question par exemple qu'elle a posée que je trouve assez pertinente, c'est est-ce que ça te sert ou ça te dessert en vision long terme? Et ça, je trouve ça vraiment très représentatif aussi de ce que c'est qu'être créateur de contenu et ce que c'est qu'être influenceur. Effectivement qu'en influence, je pourrais gagner beaucoup plus et je pourrais accepter plein de contrats. Mais en fait, c'est pas ça non plus l'objectif. L'objectif, lorsque tu crées une communauté sur Internet et lorsque tu es dans cette industrie, c'est de faire quelque chose qui va durer dans le temps. Et si aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, c'est parce que derrière, on a bien choisi nos partenaires. C'est parce que derrière, on fait en sorte en fait d'apporter un travail de qualité. C'est également une conseillère en matière de stratégie de diffusion au niveau des contenus. Elle va aussi s'occuper de tout ce qui va être la négociation des droits au niveau des contrats, des devis. Il y a beaucoup d'administratifs. C'est vrai que moi, toute la partie influence, j'ai 100% délégué en fait l'administratif. Concrètement, aujourd'hui, en influence, les seules choses que je fais, c'est le premier mail en fait. Lorsque je suis contactée par la marque, je réponds au premier mail et ensuite Mathilde s'occupe de tout le reste. Je ne réponds plus aux mails et je fais effectivement tout ce qui va être la création et l'envoi des statistiques. Et sinon, le reste, c'est 100% Mathilde en fait qui s'en occupe. Mathilde va s'occuper de la lecture des contrats, mais elle va aussi avoir ce rôle dans la gestion des projets. C'est elle qui va s'occuper que les previews soient envoyés à temps. C'est elle qui va venir me rappeler lorsque j'ai des choses à faire. On a une certaine organisation derrière tout ça via différents outils qu'on a sur nos ordinateurs. Et tout ça fait qu'il y a aussi une gestion en fait en matière de planning dans les projets. Et Mathilde va aussi faire en sorte que le client soit satisfait parce que l'objectif en fait c'est que nous on souhaite que le client soit satisfait pour pouvoir par la suite avoir des partenariats à long terme, parce qu'en fait avoir des partenariats à long terme c'est beaucoup plus avantageux pour l'audience. Déjà si tous les 4 matins je vous présentais une autre marque, vous vous demanderez en fait pourquoi est-ce qu'elle a tellement de partenaires différents. Peut-être que vous n'aurez pas forcément envie d'engager avec les choses dont je vous parle. Et surtout, en fait, c'est beaucoup plus avantageux pour le client parce que le client me connaît, sait comment est-ce que je fonctionne et ça crée un gage de qualité qui est quand même beaucoup plus intéressant. On m'a demandé à quel moment tu peux faire appel au service d'un agent. Moi, je dirais que ça peut être pertinent à partir du moment où tu commences à avoir une communauté ou à partir du moment où tu commences à avoir tes premières missions d'influence. Il faut aussi savoir en fait que c'est une personne que tu rémunères, donc comme n'importe quel autre prestataire, c'est important de se poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des fonds dans mon entreprise pour pouvoir rémunérer cette personne ? Est-ce qu'aujourd'hui, sur le nombre de partenariats que je fais, je peux donner une partie à une autre personne ? C'est une balance assez intéressante quand même à questionner. Et je vais vous lire ce que Mathilde a écrit. Un agent te fera gagner du temps logiquement et te conseillera, donc c'est une prestation que tu es prête à prendre.
Mais c'est aussi un investissement sur toi, car oui, il y a des négociations difficiles et on aura une plus-value sur des contrats où on peut largement augmenter les budgets. Et sur certains contrats, on sera plus là comme de la gestion de projet, même si tu aurais pu négocier toi. Et ça, je trouve ça hyper pertinent comme réflexion, parce que oui, effectivement, moi, il y a certains projets où j'aurais pu 100% en fait les négocier moi-même. Il y a certains projets où je n'aurais pas mis Mathilde dessus, mais en fait Mathilde, elle va venir m'économiser du temps, ce qui va me permettre de travailler par exemple sur d'autres sources de revenus. Donc je peux pas vous dire quel est le moment idéal à proprement parler pour trouver un agent ou une agente. C'est vraiment une balance à trouver en fait au niveau de ton temps, au niveau de ton nombre de partenariats, mais aussi d'un point de vue financier. Mais on aide aussi à développer là où certains contrats, c'est du démarchage. Car oui, Mathilde m'aide aussi en fait à démarcher certains partenaires. Alors pas énormément, je dirais que la plupart des partenaires viennent de façon organique dans ma page mail. Donc par exemple, si vous avez beaucoup d'abonnés, vous pouvez faire appel en fait à un agent qui pourra par la suite démarcher des marques. Là, je vais répondre à 2 questions qui, selon moi, sont assez représentatives de l'image qu'on a de l'agent. J'ai eu beaucoup de questions en fait dans ce sens et je trouve ça intéressant de venir quand même un petit peu rappeler ce qu'est un agent et peut-être que beaucoup d'entre vous vont être relativement déçus. On m'a demandé est-ce qu'il faut un minimum de followers pour avoir une agente ? Conseilles-tu de trouver un agent si on veut se mettre à YouTube avec sponsor direct ? Alors, je ne dirais pas qu'il faut un minimum de followers pour avoir une agente. Dans le sens où aujourd'hui, par exemple, je vois que dans tout ce qui est influence, c'est vrai que les petits profils ont quand même tendance à se démarquer. On le sait que, par exemple, tout ce qui va être le nano et micro-influencing, donc des influenceurs. Donc je vous disais là où dans ces sphères, on peut se retrouver avec des influenceurs qui ont par exemple moins de 10 000 abonnés, qui peuvent avoir beaucoup de contrats parce que justement ils ont une audience très engagée. Il faut savoir un truc, c'est qu'en influence, le nombre d'abonnés, ça ne veut pas tout dire en fait. Il y a beaucoup de critères qui sont beaucoup plus complexes. Par exemple, l'engagement de ta communauté, avoir plein d'abonnés mais avoir, je sais pas moi, 20 likes par post, bah malheureusement tu ne peux pas avoir accès en fait à des prestations d'influence. Ou par exemple, tu peux avoir un petit peu moins d'abonnés que d'autres personnes, beaucoup plus influentes, mais avoir une audience qui est très engagée. Moi, c'est par exemple ça qui fait que j'arrive à me sortir du lot dans certaines prestations, parce que certes, j'ai pas 200 000 abonnés, mais j'ai une audience qui est relativement engagée. Il suffit de voir mes dernières vidéos YouTube, j'ai toujours des gens qui m'ont commenté, j'ai toujours du soutien dans ce que je fais. Ça fait quand même 8 ans que je crée du contenu sur internet, mais par exemple sur mes dernières publications Instagram, on peut avoir des publications qui sont quand même relativement likées, tout simplement parce que j'ai construit en fait ces communautés au fur et à mesure des années. Donc il faut pas se dire bah tiens, j'ai atteint 10 000 abonnés, du coup je peux avoir une agente. Ça marche pas comme ça. Ça va être vraiment en fait la valeur de communauté et l'engagement en fait que celle-ci a. Et une chose que je viens repréciser, c'est que l'agente va venir travailler pour toi et elle va venir se rémunérer en fait sur tes prestations d'influence. Ce qui signifie que si tu n'as pas d'abonnés, si tu ne fais pas d'influence, bah, l'agent ne pourra pas se rémunérer en fait. Et c'est vraiment une relation qui va dans les deux sens. Je vous conseillerais plutôt en fait de vous concentrer sur la création d'une audience engagée et pour cela en fait de publier assez régulièrement. Je précise parce qu'il y a eu énormément de questions dans ce sens où j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de personnes, l'agent est un petit peu la baguette magique qui va faire que tu vas avoir plein de partenariats, qui va faire que tu vas avoir plein d'abonnés sur les réseaux. Ça ne marche malheureusement pas comme ça en fait. Si vous n'avez absolument pas d'engagement sur vos réseaux sociaux, si vous n'avez pas un minimum d'audience, vous ne pouvez pas faire appel en fait malheureusement à un agent. L'agent ne va pas faire en sorte que vos réseaux sociaux explosent du jour au lendemain, sinon ça se saurait en fait. Et il suffit de voir en fait tout simplement moi ma courbe de progression aussi sur les réseaux. Ça fait 5 ans que Mathilde et moi on travaille ensemble et en 5 ans sur mon compte Instagram j'ai gagné 10 000 abonnés. J'ai pas percé en fait du jour au lendemain et c'est pas le rôle de l'agent. L'agent va pouvoir effectivement t'aider dans des stratégies de publication sur les réseaux sociaux. Et je trouve que Mathilde est très forte aussi en analyse de contenu, ou par exemple lorsque j'ai un contenu qui fonctionne bien, elle va pouvoir me l'analyser et dire bah, en fait ce contenu a bien fonctionné parce que tu as fait ci ou ça, donc si tu as envie d'en refaire un, n'hésite pas à reprendre certains de ces codes. Mais Mathilde ne va pas me dire il faut que tu publies ci et ça et tu vas avoir 300 000 abonnés à la fin du mois. Donc je suis un peu désolée de vous décevoir par rapport à ça, mais l'agent, ce n'est pas la baguette magique pour que tu aies plein d'abonnés. Et aussi en matière de démarchage, l'agent ne fait pas que du jour au lendemain, tu as plein de contrats
d'influence. Je dirais que 90% des contrats d'influence que j'ai aujourd'hui sont des contrats qui sont venus de façon organique sur ma boîte mail, tout simplement parce que ça fait 8 ans que je publie sur les réseaux sociaux. Et si vous ne publiez pas sur les réseaux, si vous ne construisez pas en fait cette audience, malheureusement vous n'aurez pas ces contrats. Donc par exemple, la question: conseilles-tu de trouver un agent si on veut se mettre à YouTube avec sponsor direct? Avant même de penser au partenariat, construisez déjà une audience engagée. Et si vous me suivez, je pense que vous êtes très certainement dans des milieux créatifs. Vous savez combien c'est compliqué aujourd'hui de construire en fait une audience sur les réseaux sociaux. Avant même de se dire je vais créer ma chaîne YouTube et j'aurai des partenariats, publier régulièrement, parce que je vous assure que publier régulièrement, surtout quand c'est pas ton boulot à temps plein, c'est très dur. Déjà moi, j'ai la difficulté d'être régulière sur mes différents réseaux sociaux alors que c'est mon boulot à temps plein. Donc si vous avez un autre taf à côté, déjà concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous sur le fait de construire une audience et une audience engagée, parce qu'effectivement aujourd'hui avec les formats courts, tu peux te créer une audience très rapide, mais si derrière il y a personne qui commande, s'il y a personne qui est engagé à travers ce que tu fais, une marque ne voudra peut-être pas forcément travailler avec toi. Et surtout si vous êtes dans un milieu créatif comme le mien, c'est quand même des milieux qui restent des milieux niches où ça reste relativement compliqué de percer. Et ça, je tiens aussi à le dire. Faut pas oublier non plus le fait que moi, ça fait 8 ans que je publie, du moins 8 ans sur cette nouvelle chaîne YouTube. On est à 60 000 abonnés. Donc, j'ai une progression qui est très très mince parce que je reste quand même dans un milieu qui est relativement niche. Donc, avant même de se dire j'ouvre ma chaîne YouTube et j'aurai des partenariats, construisez d'abord l'audience, je vous assure que c'est vraiment très compliqué et après par la suite effectivement vous pourrez penser à ça. Et je voulais aussi terminer cette question par un point que je trouve assez important qui est la rémunération, qui est que 85% des influenceurs gagnent moins que le SMIC. Et ça, c'est aussi important de venir en parler parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, un influenceur est quelqu'un qui gagne énormément d'argent. Je sais que sous ma vidéo où je vous disais que j'avais fermé mon URL, il y avait quelqu'un qui avait commenté, alors déjà complètement à côté de la plaque, c'est pas à cause... En fait, c'était pas par rapport à l'argent que j'ai fermé mon URL, c'est pas par rapport à l'influence en fait, mais bref. Ça, c'est un autre sujet. Quelqu'un qui a dit c'est terrifiant de voir quelqu'un qui a 50 000 abonnés qui n'arrive pas à en vivre. J'ai trouvé ça tellement représentatif de l'image qu'on a des influenceurs. Il faut savoir qu'il y a énormément d'influenceurs qui ont 50 000 abonnés qui ne gagnent quasiment rien en fait à la fin du mois parce que c'est une industrie qui est hyper complexe. Comme là, vous le voyez, vous avez 85% des influenceurs qui sont sous le SMIC, tout simplement parce que la plupart des beaux budgets en fait vont être alloués aux personnes déjà qui sont le plus suivies et aux personnes qui ont une audience engagée. Et ça, je le répète, construire une audience engagée sur les réseaux, c'est vraiment très dur. Alors effectivement, il y a des beaux budgets, mais ces beaux budgets sont alloués à partir du moment où vous avez réussi à construire quelque chose et vous avez réussi à vous établir. Donc l'influence, c'est trop bien. Moi, j'adore ça et je suis super contente en fait de vivre grâce à ça. Et effectivement, il y a des beaux budgets dans certaines campagnes. Mais tout ça a été possible parce que ça fait 8 ans derrière que je publie quand même énormément de choses. On m'a demandé qu'est-ce que ça t'apporte d'être accompagnée. Pour moi, être accompagnée, c'est vraiment m'éviter les erreurs dans cette industrie que je connais pas, que ce soit en matière de tarifs, mais aussi en matière de protection de mes droits. C'est pouvoir me concentrer sur d'autres choses. J'ai pas besoin de me concentrer sur l'administratif, sur la gestion des mails, sur la négociation. Et je peux utiliser ce temps en fait pour me consacrer à mes autres sources de revenus, tout simplement. Je me sens vraiment accompagnée au quotidien. Il faut savoir qu'avec Mathilde, on se parle 5 jours sur 7. Alors je pense qu'avec Mathilde, on a vraiment dépasser cette relation purement professionnelle parce qu'on se raconte nos vies aussi en vocaux, mais je trouve ça vraiment vraiment chouette en fait d'avoir une collègue au quotidien et d'avoir quelqu'un qui va valider ce que je fais et d'avoir quelqu'un en fait qui va faire en sorte de me pousser vers le haut. Moi, c'est une charge mentale en fait qui m'est retirée et surtout ça m'évite aussi de devoir gérer des fois des choses qui se passent peut-être un peu plus difficilement parce que malheureusement c'est le cas. Encore récemment, on avait une facture qui a pris plus de 70 jours à être payée. Donc ce qui s'est passé, c'est que Mathilde a été mise sur le dossier et je peux vous dire que ça a été payé très rapidement cette affaire. Et aujourd'hui, je peux quand même prétendre à de très beaux budgets sur certaines campagnes et je sais que sans Mathilde, ça n'aurait clairement pas été le cas. Donc un énorme merci à elle et j'espère que cette collaboration continuera encore très longtemps. Maintenant, on m'a posé cette question, le meilleur conseil pour travailler avec des marques de rêve.
Alors je vais répondre pour l'influence, mais je pense qu'en vrai c'est un petit peu pareil pour l'illustration. Je pense que ça peut être intéressant de pouvoir déjà présenter à la marque ce que tu sais faire et pouvoir faire quelque chose de plus ou moins similaire. Par exemple, je sais pas moi, si tu rêves de travailler avec une marque, je sais pas moi, de beauté, admettons, tu as envie de faire de l'influence et tu as envie de mettre en avant un produit de beauté, ça pourrait être bien en fait sur ton compte Instagram de faire des sortes de projets fictifs, des réels où tu montres ta routine, des réels où tu montres comment tu mets en avant le produit pour pouvoir par la suite, lorsque tu démarches des marques, pouvoir leur montrer quelles déjà de base sont tes compétences. Parce qu'en fait, travailler avec une marque, c'est pas juste une marque qui te paye, c'est vraiment une relation dans les deux sens. Pourquoi est-ce que la marque viendrait travailler avec toi? Qu'est-ce que tu peux offrir en fait en matière de visibilité, mais aussi en matière de compétences techniques à cette marque? Comment celle-ci va se projeter en fait à travers ton travail et comment est-ce qu'elle va se projeter à travers ton audience? Nous, par exemple, lorsque on contacte des marques, parce que des fois, moi, il y a certaines marques avec lesquelles j'ai envie de travailler, et on présente ce que j'ai déjà fait, ou avant ça, je vais faire un réel un petit peu fictif, et je vais dire, regardez, j'ai déjà fait ça, et du coup, je pourrais vous proposer ça, et de cette façon, en fait, la marque, elle peut se projeter, elle peut se dire, ah tiens, c'est vrai que ça pourrait être pertinent. On me demande, est-ce que le fait d'avoir une image publique a impacté tes relations personnelles? Alors, image publique, je trouve le mot un petit peu fort, je ne considérerais pas avoir une image publique, je dirais juste que j'ai une image sur Internet après à moindre mesure. Alors 100%, ça a 100% impacté et ça impacte toujours dans le sens où la plupart de mes amitiés se sont faites via les réseaux sociaux. Je suis freelance et je n'ai absolument aucun moyen de me faire des amis. J'ai l'impression en dehors de potentiellement le sport et les activités et encore, j'ai envie de dire, parce que chacun fait un peu ses trucs dans son coin. Je sais pas si c'est Berlin spécifiquement et que du coup c'est culturel, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez dur si tu fais pas des activités. J'allais dire si en soi tu peux aller en club, mais bon, en club les gens sont tous éclatés, faut le dire, donc du coup c'est un peu compliqué de se faire des potes. Mais du coup, ouais, c'est un peu compliqué pour moi. Par exemple, en étant arrivée à Berlin, je voyais pas trop comment je pouvais me faire des amis. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait une story où j'ai rencontré des gens. Et je dirais que la plupart des amitiés que j'ai eues sont des amitiés qui se sont faites via les réseaux sociaux. Lorsque j'étais à Bordeaux, mes amis, c'était via les réseaux sociaux. Lorsque j'étais à Toulouse, quelques-uns de mes amis, c'était via les réseaux sociaux. Lorsque j'étais à Melbourne, une très bonne amie, ça s'est fait via les réseaux sociaux. Parce que en tant que freelance, j'ai une marge de rencontre de personnes qui est assez complexe. Très tentée de vivre dans quel autre pays que l'Allemagne ou la France? Absolument aucun pour le moment. Je n'ai pas la charge mentale honnêtement de recommencer quelque part. En vrai, c'est pas évident de recommencer dans de nouvelles villes ou de nouveaux pays. J'ai la sensation que j'ai beaucoup fait ça quand même dans ma vingtaine, après à moindre mesure. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas être restée plus de 3 ans dans un lieu. Et qu'à chaque fois j'ai dû recommencer quelque part et puis se refaire des nouveaux amis, se refaire une routine. Aujourd'hui j'aurais pas l'espace mental de le refaire dans un autre pays parce qu'en fait ça impliquerait d'apprendre en fait de nouvelles coutumes, d'apprendre une nouvelle culture et ouais, je pense que je suis trop fatiguée, donc si je devais déménager, ça serait soit dans une autre ville en Allemagne, soit c'est un retour en France, et en toute honnêteté, j'envisage un retour en France en 2027, vous le savez maintenant. Coucou, tu as fermé ton Patreon finalement? Alors oui, j'ai fermé mon Patreon il y a maintenant 1 an, je dirais à peu près, parce que je créais plus suffisamment de contenu, et puis j'étais passée sur Ko-fi parce que je m'étais dit que c'était une bonne façon en fait de soutenir la chaîne YouTube, mais malheureusement avec les charges que prennent Ko-fi, l'URSSAF que je dois payer dessus, plus la TVA, c'était pas du tout rentable en fait pour moi et pour vous, et je trouvais ça pas cool en vrai de vous demander de payer 2 balles pour qu'au final je sais pas, je touche par exemple que 70 centimes dessus. Du coup je me suis dit autant arrêter. Si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure des façons de le faire, c'est juste laisser un like, commenter lorsque je publie sur les réseaux, d'engager en fait à travers ce que je fais. Et pareil, lorsque j'ai des partenariats, n'hésitez pas à cliquer en fait sur le lien, même si le produit vous intéresse pas, c'est toujours chouette en fait pour les marques de pouvoir voir que qu'il y a un engagement derrière, et puis voilà, de cette façon moi je peux me rémunérer de cette façon et continuer à vous faire du contenu gratuit. On m'a demandé, te sens-tu épanouie? Sinon, qu'est-ce qui te permettrait que tu le sois? Sachez que je suis très épanouie. Il y a quelques jours, je faisais un exercice, vous savez, sur Pinterest. Tu as des fois des questions auxquelles tu peux répondre dans ton journal.
général. Et parmi ces questions, il y avait comment est-ce que tu vois ta vie dans 5 ans? Et concrètement, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans ma vie, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je me suis dit que dans tous les cas, que si ma vie était la même dans 5 ans, je serais très heureuse. Et le fait même de penser ça, c'est que t'es quand même relativement épanouie à travers ce que tu fais. Je pense que depuis 2 ans, les choses sont quand même beaucoup plus simples pour moi. Je me sens vachement plus en paix sur plein de sujets et je suis très contente de vieillir aussi, sachez-le. Et je me dis, waouh, si on se sent aussi bien à 30 ans, j'arrive pas à imaginer ce sera quand j'en aurai 40. Donc ouais, très très épanouie en ce moment. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Merci aussi Mathilde de m'avoir aidé à avoir répondu à certaines questions. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Tchuss!